L'introspection, c'est super. Donc là, ça va être des tests. Ah. On a perdu un bouquin. Ses valeurs, ses motivations, ses aspirations, ses valeurs, je l'ai déjà dit, pardon, d'aligner. Et tout plaquer pour partir élever des moutons. Je m'arrête là parce que sinon je vais déraper. Bonjour et bienvenue au Cœur des Soft Skills, le podcast où nous explorons les compétences qui font la différence dans le monde professionnel et personnel. Je suis Noémie, consultante et formatrice Central Test et votre guide dans cette aventure au cœur des soft skills. Aujourd'hui, nous abordons l'art d'anticiper la réussite professionnelle, savoir évoluer, avec un invité exceptionnel, 10 ans à chercher les bonnes méthodes, techniques, ressources pour faire les bons choix de carrière. Bienvenue, Alban. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs ? Alors, en quelques mots, tu l'as dit, ça fait une dizaine d'années que je m'interroge sur comment on peut faire les bons choix professionnels, comment est-ce qu'on peut discerner cette science de savoir prendre les bonnes décisions dans un monde devenu complexe, prendre des décisions complexes. Et d'un point de vue pratique aujourd'hui, mon boulot, c'est d'accompagner des particuliers qui sont dans des phases de transition, d'accompagner des entreprises qui veulent fidéliser leurs équipes avec des outils de connaissance de soi. Et puis j'anime également un podcast sur lequel j'espère pouvoir avoir bientôt Central Test au micro. Oui. Un podcast qui s'appelle Trouver sa voie et où j'explore des chemins de traverse, des outils qui viennent des États-Unis, du Canada ou de plein de gens intéressants en France aussi, pour faire avancer ce sujet-là, de la connaissance de soi et du savoir évoluer, dont on va parler aujourd'hui. Mais oui, c'est génial. Alors, toi, comment tu définis cette compétence savoir évoluer ? Parce que moi, je me demande, et je pense que nos éditeurs aussi, c'est quoi la différence entre évoluer et savoir évoluer ? Ah oui, ça veut, en soi, le terme n'est pas très évocateur, savoir évoluer. Ce terme-là, je le conçois comme tel par comparaison au savoir-être, au savoir-faire, au savoir tout court. On entre dans une dimension aujourd'hui où on est invité à savoir évoluer. C'est un peu dans cette logique-là que ce terme est apparu, avec de vrais experts qui se sont positionnés dessus. Et la différence, pour répondre à ta question, entre évoluer et savoir évoluer, c'est une question de contrôle et de maîtrise de sa trajectoire. Évoluer, ça fait des millénaires qu'on le fait. On s'est adapté, on a appris à progresser, à évoluer verticalement, y compris dans nos carrières, à passer d'un poste à l'autre. En revanche, prendre des décisions qui nous rendent de plus en plus heureux, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau et sur lequel on n'a pas forcément les outils. Donc c'est ça la vraie différence entre évoluer, qui est quelque chose au fond d'un peu subi, il y a une question d'adaptation, et savoir évoluer, qui est une question plutôt de prendre les choses en main et d'avoir une sorte de science, de la connaissance de soi pour prendre les bonnes décisions. On est en maîtrise de ce qu'on fait. Et justement, par rapport à ce que tu dis sur la connaissance de soi, le prendre les choses en main, c'est quoi pour toi le principal obstacle que les personnes rencontrent et qui peut éventuellement empêcher une évolution professionnelle ? Alors, sur la connaissance de soi, il n'y a pas tant d'obstacles. On a plutôt des outils de connaissance de soi qui sont assez poussés. Et on est dans une époque où on fait pas mal d'introspection. Donc, évidemment, on va y revenir. Mais pour moi, l'enjeu, il est plus global. C'est-à-dire que dans le savoir évoluer, ça va de la connaissance de soi à la capacité à se mettre en réseau, à aller chercher élargir un peu le champ des possibles, et y compris savoir se vendre en entretien, chercher un travail, etc. Donc, c'est un panel assez large. Et aussi prendre des décisions complexes entre un choix A, un choix B, un choix C, etc. Et donc, ce qui nous fait le plus défaut, je crois que ce n'est pas la connaissance de soi au fond, c'est plutôt la capacité à y voir clair sur là où on va dans la vie. Et là, il y a quelques raisons qui rendent ça compliqué. Il y en a qui sont quasiment biologiques, qui sont liées à notre évolution. C'est qu'on a appris à survivre et non pas à prendre des risques et à être heureux. Donc, on a toutes nos capacités cérébrales de sécurisation de nos choix qui vont s'activer dans une époque où, en fait, la plupart des risques qu'on va essayer de contrer n'existent plus. Des risques primaires qui n'existent plus là depuis longtemps. Mais on a gardé cette capacité à déceler le risque dans notre évolution. Donc, ça peut nous freiner. Il y a aussi des raisons académiques et scolaires. C'est que en France et dans les pays occidentaux, on nous demande de choisir notre voie assez jeune, comme s'il y avait une seule voie. On n'est pas forcément outillé, aiguillé, malgré tous les efforts en général de nos aînés pour essayer de nous aider. On doit prendre des décisions. À un moment, on n'est pas encore en mesure de savoir qui on est, où on va. Donc c'est difficile. Et même une fois qu'on rentre dans la vie active, on n'est pas vraiment outillé
pour aller vers plus d'épanouissement. On est outillé pour aller vers une évolution verticale. Quand on performe bien, on ne nous proposera jamais de nous reconvertir ou d'aller chercher quelque chose de complètement transversal. Dans la plupart des boîtes, quand on performe bien, on va aller chercher une verticalité, prendre du management, prendre plus de responsabilités, plus de salaire. Et donc tout ça, ça ne nous pousse pas à apprendre à nous organiser, à gérer notre carrière. Il y a une dernière raison, il y en a plein d'autres, mais une autre raison qui me paraît importante, elle est sociologique aussi. J'allais l'oublier, mais elle est importante. C'est que quand on regarde notre histoire de l'évolution, au fond, ça fait seulement 2 générations maximum qu'on peut choisir notre métier. Nos grands-parents ne se posaient pas tant de questions. Et avant, c'était 0. Il n'y avait pas besoin de se poser ces questions-là. Donc, nos parents et nous, on se retrouve dans un monde où on est complètement libre. Donc, on a un champ des possibles immense. Et c'est assez nouveau, en fait, à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est assez normal qu'on n'ait pas les outils. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui disent « Ah bah oui, c'est une compétence qui m'intéresse, mais je ne me sens pas outillé », le truc bizarre, ce serait d'avoir les outils. C'est normal de ne pas les avoir au début. On n'en est qu'au début de cette exploration. Et puis une dernière raison qui me semble être une raison personnelle liée directement à mon point précédent, c'est qu'on y consacre très peu de temps. En fait, on va passer du temps à se documenter sur plein de choses, à aller regarder des séries, à faire du sport, etc. On va mettre du temps pour faire acheter une voiture, pour acheter sa maison, son appart, on va passer des heures et des heures. Mais en tout, dans une vie, on passe pas plus d'1 heure à travailler notre carrière. Alors qu'il en va de 1/3 de notre vie, 8 heures par jour. Donc, vu qu'on a assez peu d'input, c'est normal qu'on n'ait pas beaucoup d'output aussi là-dessus. Ben oui, c'est sûr. Et c'est peut-être pas aussi... j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à leur carrière quand ça va plus. Alors que finalement, il faut peut-être s'y prendre aussi quand ça va bien et réfléchir à ce dont on a envie, que ce soit verticalement ou horizontalement, comme tu le disais aussi précédemment. Tout à fait. Et d'ailleurs, on n'est jamais autant désirable professionnellement que quand on ne cherche pas de boulot. C'est toujours pareil, c'est quand on ne cherche pas de boulot qu'on nous en propose. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se muscle, qui se travaille au jour le jour. Et on a aussi l'image du job idéal comme quelque chose qu'on va trouver. Oui. Le bon métier, le bon poste, et après, c'est gagné. Mais c'est quelque chose de dynamique. On peut le trouver, puis le perdre, parce qu'en fait, un manager a changé, ou une culture a changé, puis on s'est fait licencier ou autre. Et donc, c'est quelque chose qui est très dynamique, et qui se fait sur un temps relativement long, je crois. Et on a tendance à se dire, oui, mon but, c'est de prendre la bonne décision, et puis après, basta. Alors que je crois que c'est plutôt une itération. On va y revenir, je pense. Mais oui, complètement. Et du coup, pourquoi toi, tu penses vraiment que cette compétence, aujourd'hui, elle est vitale en dehors et dans le contexte professionnel ? Elle est vitale déjà parce qu'on passe 8 heures par jour à travailler, et ce, jusqu'à je ne sais pas combien d'années. Donc, être bien dans son travail, se sentir épanoui, être payé à être soi-même. Je fais un petit aparté, c'est ma définition aujourd'hui du job idéal. Oui. Être payé à être moi-même, être bien payé à être moi-même. Donc ça, c'est une raison évidente. C'est le poids que ça représente dans notre vie professionnelle, dans notre vie tout court. Le poids aussi que ça représente dans notre vie sociale. C'est-à-dire que savoir à peu près où on va, où on en est, et être en maîtrise de sa carrière, c'est la capacité à pouvoir dire voilà qui je suis, parce qu'on se définit beaucoup par ce qu'on fait, notamment dans nos pays, en France et dans nos pays occidentaux. Et donc, quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, quand on n'est pas fier de ce qu'on fait, on n'est pas fier de qui on est. Quand on ne sait pas où on va, on peut se sentir un peu terrassé par ça. Et quand on nous demande alors t'en es où, tu vas où, ça peut être très difficile de vivre ça. Donc il y a une raison vraiment évidente qui est de l'ordre du bien-être, d'être bien dans ses pompes. Il y a une raison aussi tout simplement d'évolution, pour en revenir à ton tout premier point, sur de l'évolution pure. C'est que la première chose que va faire un DRH, ou une DRH ou manager en point de fin d'année, c'est de nous demander alors, ça marche bien pour toi, comment tu te vois évoluer ? C'est vrai. Et je connais personne qui sache répondre à cette question. En tout cas, je connais très peu de gens qui peuvent répondre à cette question. Et c'est bien, ça veut bien dire non pas que nous sommes mauvais, mais que c'est une question complexe. C'est vrai. Et donc que ça mérite de s'y intéresser. Et heureusement, il existe plein d'outils, plein de façons de travailler ça, de cultiver ça. Et alors, à l'inverse, qu'en penses-tu, toi, Alban, des personnes hyper ambitieuses, si on peut les qualifier comme ça, mais qui ont déjà un plan de carrière hyper bien établi, qui savent exactement où elles veulent aller, et d'ailleurs des objectifs parfois assez ambitieux, exigeants ? Alors, déjà, tu amènes quelque chose d'intéressant. Je séparerais volontiers l'ambition de la clairvoyance. Il y a des gens clairvoyants et ambitieux. Il y a des gens ambitieux qui ont très envie de faire quelque chose de grand, mais qui sont complètement paumés. Moi, ça a été mon cas. Donc, je pense que l'ambition et la clairvoyance sont deux choses un peu différentes quand même. Mais au fond, si l'image que tu prends, c'est quelqu'un qui sait où il va dans la vie, qui connaît les étapes que cette personne veut franchir,
j'ai envie de dire tant mieux. C'est le coup en classe de 4e, un camarade de classe qui te dit moi je veux être kiné ou veto, voilà. Tant mieux, c'est génial. Et quand c'est comme ça, l'évolution est relativement simple. Il suffit de faire les bonnes études et de se donner du mal, et on va évoluer verticalement dans quelque chose, sur une sorte d'intuition, de vocation qu'on a senti très tôt. Mais il faut se dire que même ces personnes-là, un jour, peuvent vivre un événement personnel qui vient chambouler le pro, ou peuvent en avoir marre, tout simplement, et se retrouver avec les mêmes questions que la personne qui se sentait paumée à 18 ans. Mais en effet, moi je pense que c'est très bien. Je crois qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui savent où elles vont, qui ont ça naturellement, et tant mieux pour elles. D'autres personnes pour qui c'est pas si important. Et j'ai envie de dire aussi, dans une certaine mesure, tant mieux pour elles. Elles vivent en paix avec le fait de naviguer de poste en poste sans forcément avoir besoin d'être en maîtrise. Et c'est OK, elles trouvent leur épanouissement ailleurs. Et puis il y a aussi une partie de personnes, il y a des gens pour qui c'est important de sentir qu'ils savent où ils vont, de construire quelque chose et qui n'ont pas les réponses. Et c'est surtout pour ces personnes-là que cette compétence, je crois, est complètement clé et qu'il faut travailler cette compétence. Et justement, comment elle se manifeste cette compétence au quotidien ? Est-ce que toi, tu as des partages d'expériences à nous évoquer ? Bien, je crois qu'il y a déjà une certaine sérénité. Si on devait faire 2 profils, en gros, une personne qui a travaillé ça et une personne qui n'a pas encore commencé à travailler son savoir évoluer, je dirais qu'une personne qui est très mature là-dessus est consciente de plusieurs choses. Premièrement, que l'évolution s'inscrit sur un temps long. Donc il y a peut-être moins ce stress de « oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire demain, tout de suite ?» Il y a peut-être un petit peu plus de lâcher prise parce que dans notre évolution, ce sont souvent des actions répétées sur un temps long qui font nos destinations. Donc il y a peut-être un peu plus de lâcher prise sur ce que la vie va nous réserver, un peu moins de stress de j'ai besoin de savoir tout de suite. Autre chose, ça va être des personnes qui sont en mesure de dire voilà où je vais dans la vie. Je ne sais pas encore comment j'y vais, parce que ça c'est bien difficile. Je ne sais pas encore où je serai dans 3 ans, parce que je crois que personne ne peut répondre à cette question. En revanche, des gens qui sont capables de dire voilà qui je suis aujourd'hui, voilà ce qui me définit, voilà mon potentiel, ça c'est l'introspection, et voilà qui je veux être in fine. Voilà le genre de vie que je veux mener. Parce que paradoxalement, cette compétence du savoir évoluer, elle peut traiter 2 points, je crois, 2 temporalités, celle de ici et maintenant et celle de dans très longtemps. Au fond, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui sait dire voilà qui je suis, voilà de quoi j'ai besoin aujourd'hui et voilà qui je veux être à 90 ans en gros. En revanche, on n'arrivera jamais, je crois, à résoudre cette problématique, cette question de comment je me vois dans 3 ans. Oui. Donc je pense que la différence entre une personne qui a cultivé ça et une autre, parmi plein d'autres détails, c'est la capacité à dire je sais où je vais in fine, j'ai des objectifs de vie qui sont relativement clairs, je sais qui je suis aujourd'hui et je me stresse pas trop sur où je serai demain, dans 1 an ou 2. Et c'est l'inverse, je crois, pour quelqu'un qui a moins travaillé ça. Et puis sinon, pour agrémenter un peu cette vision-là, quelqu'un qui a travaillé cette compétence-là, en général, est en mesure de réseauter. Alors, pas dans le sens terrible du terme, à manger des petits fours avec sa carte de visite et tout, mais capacité à rencontrer du monde, à pousser des portes, à déplacer son plafond de verre, en fait. Oui. Capacité à se remettre en question, capacité à s'écouter, capacité à être résilient ou résiliente, parce que les choses se font pas en un jour. Voilà, plein de petits détails qui, je crois... tu vois, une illustration, ce serait tu prends une salle avec 1000 personnes et tu demandes aux personnes qui disent je sais où je vais dans la vie de lever la main, ou j'ai des idées claires sur ma trajectoire. Je sais pas combien de personnes sur 1000 lèveraient la main, mais probablement pas plus de 100 quoi, ou 10. Oui. Savoir l'évoluer, c'est pouvoir lever la main en disant je sais pas comment j'y vais, je sais pas exactement vers où ça m'emmène, mais je sais que je suis sur un chemin qui me ressemble et qui est bon pour moi. Voilà, ce serait ça la différence. Ce serait de pouvoir lever la main pour répondre à cette question. Oui, c'est des idées peut-être voilà, qui sont encore un petit peu floues, mais qui finalement dépendront aussi des opportunités au fil de sa carrière. On distingue souvent 3 virages. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, toi, Alban. Le début, le milieu et la fin de carrière, où souvent on peut prendre des gros tournants. Oui, c'est vrai. Il y a des virages qui sont liés à nos phases de vie. Ouais. La parentalité en est une. La quarantaine en est une, paraît-il aussi. Mais aussi, après, il y a tous les accidents de la vie, malheureusement, qui peuvent arriver. Hein. Tu peux te retrouver à vivre un divorce, un déménagement, un problème de santé, un licenciement. C'est pour ça qu'il faut aussi être préparé, je crois, parce que c'est quelque chose qui peut s'utiliser une fois que tu développes ça, c'est pour toute la vie, comme une nouvelle langue ou une capacité, une compétence, quoi.
Mais donc oui, ces 3 virages, j'y crois. Je crois aussi qu'on va travailler jusque très tard avec cette histoire des retraites. Donc c'est aussi une capacité à être heureux jusqu'à son dernier souffle, parce que même très âgé, on peut continuer à porter du fruit dans ce qui nous définit. Et puis il y a aussi une étude, j'ai plus trop la source, mais une étude américaine qui montrait que grosso modo, on cherche 17 fois du travail dans une vie, aujourd'hui. Ça changera encore demain, mais entre les stages, les évolutions, etc., on est amené à chercher 17 fois du travail. Donc tu vois, il y a les 3 virages, et puis il y a ces fameuses 17 recherches. Donc, comment tu définis où tu vas, et comment tu trouves les bons jobs. Et tout ça, c'est, encore une fois, cette fameuse compétence méconnue du savoir évoluer. Ouais, donc finalement, il n'y a pas d'âge, tu dirais, pour savoir évoluer. Non, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai des clients qui viennent me voir parfois, qui ont 50, 55 ans, qui disent à quoi bon faire un bilan de compétences à cet âge-là? À quoi bon me retrousser les manches et m'y mettre? Et c'est vrai que plus jeune on commence, plus tôt on peut arriver à mettre des mots sur qui on est et à essayer de créer cette carrière. On va être payé à être nous-mêmes. Mais il n'y a pas d'âge, et c'est un chemin qui mérite d'être vécu à tout âge, je crois. Et surtout parce qu'on va travailler, encore une fois, jusque très tard. Je crois que 70% des Américains travaillent pendant leur retraite, parce qu'ils n'ont pas le choix, ou parce qu'ils en ont envie. Et je crois que ce sera pareil pour nous, en France. Donc, au fond, il n'est jamais trop tard, un peu comme on pourrait dire, il n'est jamais trop tard pour être heureux en ménage ou pour tomber amoureux. Je crois que c'est pareil. C'est pareil professionnellement, tout à fait. Alors, comment on se lance? Est-ce que tu as des méthodes pour pouvoir développer un peu cette capacité à évoluer professionnellement? Je crois que prendre conscience que c'est possible d'être heureux au travail, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot français qui représente le mot commitment en anglais. Et on a le mot engagement, mais qui est un peu faible. Mais commitment, c'est vraiment un engagement dans lequel on se dit « je vais chercher jusqu'à avoir trouvé ». Comme quelqu'un qui se dirait « je vais essayer d'arrêter de fumer jusqu'à avoir réussi ». Et donc, une première étape, c'est un petit peu d'avoir cet engagement envers soi-même, et pourquoi pas envers ses proches, de dire « je lâche prise sur le camp, mais je me mets en route pour me créer une carrière qui soit ambitieuse ou pas, qui soit rémunératrice ou pas, mais qui me rende profondément heureux. » Donc, première étape, c'est vraiment d'y croire, parce que la plupart d'entre nous, en tout cas quand on regarde de quoi la société est faite aujourd'hui, on n'y croit pas en fait. On se dit, attends, si c'est excitant, ça ne doit pas bien payer. Si c'est un boulot passion, c'est pas possible d'en vivre. Et il y a quelques personnes qui ont eu du bol d'être heureux dans leur boulot, mais c'est très rare. C'est vrai. La première étape, c'est de se dire, non, moi je suis appelé à être heureux au boulot. Donc cet engagement-là. Et de se dire, si ça prend 20 ans, ça prend 20 ans, mais je me mets en route. Et ensuite, je dirais que les grandes étapes, il va y avoir évidemment une connaissance de soi. Tu parlais d'introspection tout à l'heure, on avait dit qu'on allait y revenir. La connaissance de soi, c'est évident. Ça ne te dira pas où tu vas. Paradoxalement, savoir qui on est ne nous dit pas toujours où on va, mais ça remplit la moitié de l'équation. C'est-à-dire que l'équation du savoir évoluer, c'est de quoi j'ai besoin, où est mon potentiel, est-ce que ces choses-là sont bonnes pour moi ou pas, et ensuite, comment je remplis la page blanche, qui je suis et où je vais. Se connaître soi-même permet de savoir si une opportunité est bonne pour nous ou pas. Ça remplira pas une page blanche, mais ça permettra de savoir oui ou non j'accepte ce job. Parmi 2 options, laquelle est la meilleure? Et donc, pour se connaître soi-même, je crois qu'il y a le court terme, qui je suis aujourd'hui. Et là, ça va être des tests de personnalité. Central Test, vous en avez des super que j'utilise avec mes clients. Il va y avoir potentiellement en entreprise. Moi, j'ai développé la carte des talents avec une autre personne pour proposer à des managers des outils pour que leurs équipes se connaissent. Ça va être, pourquoi pas, des livres de développement personnel, ça va être une relecture de vie, ça va être des exercices très variés qui vont permettre de définir qu'est-ce qu'on fait de mieux, de quel mode de travail nous correspond le mieux, dans quel secteur on se sent bien, et de mettre des mots sur tout ça. Et de quoi on a besoin aujourd'hui aussi. Ça, c'est pour ici et maintenant. Un deuxième élément introspectif qui me paraît important, c'est de savoir qui on veut être, entre guillemets, avant de quitter ce monde. Et ça peut paraître un peu lunaire, mais c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir où on sera dans 3 ans. Mais savoir qui on veut être à 90 ans, c'est pas impossible. Il suffit de se poser, de s'imaginer où on veut vivre, de qui on veut être entouré, qu'est-ce qu'on veut avoir réalisé, quel grand moment on veut avoir vécu, quel voyage, quel bien matériel on veut posséder, quelles compétences on veut posséder, quel livre on veut avoir lu, quelle langue on veut maîtriser, à quoi on veut avoir contribué.
Et en fait, les réponses viennent naturellement parce que c'est très loin et bizarrement, ça fait moins peur et on arrive à le faire. Donc, une fois que tu connais qui tu es aujourd'hui et qui tu veux être avant la fin de ta vie, ça te donne déjà une première base de connaissance de soi. Ensuite, pour cultiver cette compétence, il y a un énorme enjeu à élargir le champ des possibles. On est souvent aveuglé parce qu'on a l'impression de connaître. Si par exemple je suis commercial dans la tech et que je me remets en question sur mon évolution, je vais me dire ok, je vois ce que c'est d'être commercial dans la tech. Mais en fait, on connaît 1% du champ des possibles. Donc c'est une capacité et là les intuitifs ont plus de chances que les rationnels à aller ouvrir le champ des possibles, de dire qu'est-ce qui existe vraiment. On peut utiliser de l'intelligence artificielle qui marche super bien pour aller faire un peu de brainstorming. On peut en parler avec son entourage, on peut rencontrer des gens, etc. Une troisième chose qu'on peut développer dans le savoir évoluer, c'est la capacité à générer des opportunités. Et donc là, c'est la capacité à rencontrer du monde, à être connu, reconnu par d'autres personnes. Ça peut être toutes les semaines, prendre un café avec quelqu'un, de faire des visios avec des gens qu'on ne connaît pas, en interne dans la boîte, d'être en relation avec d'autres services, d'autres équipes. Parce qu'on a toujours l'impression que les opportunités, ce sont des trucs qui flottent un peu dans la, tu vois, dans la vie. J'ai saisi une opportunité. C'est pas comme ça que ça marche. On la provoque peut-être aussi, cette opportunité. On la provoque souvent, pas toujours, mais souvent. Et surtout, une opportunité, ça n'est rien d'autre qu'un être humain. Toutes nos décisions sont des rencontres. Tous nos virages sont issus d'une rencontre. Tous nos déclics sont issus d'une rencontre. Tu vois. J'ai souvent l'image qu'on a le coffre en nous, de notre évolution, mais la clé pour l'ouvrir, elle n'est pas en nous. C'est souvent quelqu'un d'autre qui va dire le petit truc, le petit déclic, que ce soit un manager, un DRH, une DRH, un DRH, un ami, un client, quelqu'un qui va nous proposer quelque chose, et hop, il y a eu le déclic. Et ça vient souvent de l'extérieur. Donc la capacité à rencontrer du monde me paraît complètement clé, y compris parce que pour trouver les meilleurs boulots, plus tu vas monter dans la pyramide de l'entreprise, moins il y aura d'offres. Donc arriver à un certain niveau, de toute façon, il n'y a plus d'offres. C'est vrai. Déjà, voilà. Et justement, comment les entreprises, elles peuvent aussi accompagner leurs salariés dans ce développement de l'évolution en parallèle aussi de leur trajectoire personnelle? Parce que j'imagine que c'est important d'aligner ses valeurs, ses motivations, ses aspirations. Ce qui va être relié à soi, comme tu le disais tout à l'heure. C'est une question pas si simple que tu poses. Parce qu'il y a un enjeu de clairvoyance. Comment est-ce que je sais qui je suis et où je vais. L'entreprise peut essayer de nous aider à mettre des mots sur tout ça, avec des 360, avec tous les outils de management, de connaissance de soi, etc., que l'entreprise peut déployer. Il y a d'ailleurs des boîtes spécialisées dans cet accompagnement. Moi, j'en ai une boîte comme ça. On a ce qu'on appelle la carte des talents, et on propose à un manager de révéler ces éléments de savoir évoluer pour son équipe, pour chaque individu. Donc ça existe. Je pense aussi à Jobmaker, c'est une boîte qui va proposer à des collaborateurs de faire un parcours interne de connaissance de soi pour qu'ils puissent aller voir ensuite leur boss en disant voilà où je vais. Et c'est eux qui vont être aux manettes. Donc il y a des services qui existent. Vous, Central Test, c'est ce que vous faites. Vous donnez des outils aux entreprises pour ça. Mais quand je te disais que ta question n'était pas si simple, c'est que ce n'est pas seulement une question de connaissance et de clairvoyance, c'est aussi une question de confiance et d'intimité. Une énorme part de ce qu'on va faire de notre vie et de notre évolution est liée à notre intimité, à notre perso. Et une grosse part de ce perso est liée à notre enfance. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et donc, en d'autres termes, il faudrait que ton manager ou ton DRH connaisse presque un peu ton enfance, comment étaient tes parents, ta place dans la fratrie, tes souffrances, tes machins, pour savoir vraiment comment te booster à fond. Et même sans aller jusqu'à ce niveau extrême, on arrive vite sur une limite, tu vois. Oui. Parce que j'ai échangé avec pas mal de DRH qui me disaient j'ai un souci. Parfois, j'enlève ma casquette et je prends celle du psychologue ou de la psychologue. J'écoute. Mais une fois qu'on m'a déposé le truc, une fois que j'ai l'info, je peux pas l'oublier. Et quand je remets ma casquette de DRH ou de manager, qu'est-ce que je fais de cette info-là ? J'en sais presque trop. Et je dois choisir entre être un ami ou une amie, ou un boss ou un DRH, qui doit défendre les intérêts de la boîte aussi. Et c'est parfois très compliqué. Donc, franchement, question pas simple. Et je dirais que parfois, il faut un tiers de confiance pour que ça marche. Mais en tout cas, à minima, ce que peuvent faire les entreprises, c'est déployer des outils et créer un espace. Parce qu'en fond, la première étape, c'est de parler. Je crois que les entreprises, la première étape, c'est de créer un espace de dialogue
et de ne pas trop mettre la pression à des collaborateurs en leur disant « alors tu te vois où dans 3 ans ?» Parce que franchement, même les gens les plus aiguillés du monde ne peuvent pas répondre à cette question, sauf ceux dont tu parlais tout à l'heure, qui savent précisément quelles étapes ils veulent gravir, mais ils représentent une minorité. Donc créer l'espace d'écoute, c'est déjà pas mal. Et ça sert à ça, les entretiens professionnels, mais en général, ils sont un peu bâclés. Donc je crois que prendre au sérieux ces entretiens et essayer de libérer, de créer du temps dans nos rushs de quotidien des boîtes, créer du temps, c'est déjà un espace d'expression, c'est déjà pas mal. Et peut-être d'aider les collaborateurs à savoir, au fond, ici et maintenant, de quoi tu as besoin. Et à très long terme, quel lifestyle, quels seraient tes objectifs très long terme. Et en faisant l'impasse sur dans 3 ans. Voilà, ce qui vient un peu chambouler la vision habituelle. Mais oui. Et un petit point, une petite digression, mais qui est importante, je crois, sur ça. Il y a un Américain qui s'appelle Nicholas Lohr et qui a développé un modèle en disant qu'il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qu'on va appeler, selon lui, des maestros. Alors en France, on pourrait dire que ce sont des experts. Et puis il y a des gens qui sont tribal pour lui, donc on va dire que ce sont des généralistes. Les 2/3, voire 3/4 des gens sont plutôt généralistes et ils peuvent tout faire dans n'importe quel secteur, n'importe quel job. En quelque sorte, c'est des personnes qui peuvent être très bien en gestion de projet, en management, en vente, en RH, en marketing, passer un peu, pourquoi pas un peu au juridique même, et puis après aller diriger une BU, puis partir en expat, qui peuvent même devenir changer de boulot pour faire complètement autre chose, gérer une école ou autre. C'est des profils qui, tant qu'il y a le bon projet et qui travaillent pour un projet qui les dépasse, que la rémunération est OK, avec l'équipe est OK, vont être heureux de ce qu'ils font. C'est des gens qui vont aimer ce qu'ils font après avoir commencé. C'est-à-dire, d'abord je fais, et une fois que j'ai commencé, je me rends compte que j'adore ce que je fais. Le revers de la médaille, c'est que c'est des personnes qui seront jamais en mesure de te donner leur passion, leur secteur de prédilection, leurs ambitions précises. Parce que quand on peut tout faire, c'est impossible de dire voilà sur quoi je m'arrête. C'est tout leur potentiel et c'est tout leur handicap aussi. Et donc, ça représente une grosse partie d'entre nous. Et c'est des personnes à qui ça sert à rien de demander des chemins, en fait. De dire mais où tu vas ? Il n'y a pas de réponse. Ce dont ils ont besoin, ce sont des opportunités. C'est des profils de personnes dont le savoir évoluer va être surtout de déclencher des opportunités. Faire en sorte que jamais, 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 ils se retrouvent sans proposition. Parce qu'en face d'une page blanche, c'est la terreur. En revanche, si tu leur proposes 2 ou 3 propositions tous les 2 ans, ils vont toujours évoluer d'un boulot à l'autre. Ça peut être très transversal. Et ils ne vont pas se poser 36 000 questions, ça ira bien en fait. Et donc ça peut être une façon d'accompagner ce type de profil. Ne pas chercher à les faire rentrer dans un plan de carrière, mais en revanche leur proposer régulièrement des évolutions où ils savent qu'ils ne vont jamais s'ennuyer, quoi. Et passer d'un boulot à l'autre, d'un secteur à l'autre, et ne jamais leur demander de se mettre dans une case. Ils ne peuvent pas le faire. De l'autre côté, on a des profils plutôt experts, et eux, ça va être plutôt le contraire. Ils vont être un peu plus marginaux. Ils savent précisément ce qui les intéresse. C'est leur chance. Ils peuvent passer une vie entière à explorer ça, que ce soit une expertise, un métier, un secteur, un sujet. Et eux et elles, ils sauront répondre à la question où tu vas dans la vie, qu'est-ce que tu veux lire comme livre, qu'est-ce qui te passionne. Ils savent. Eux, leur handicap, c'est qu'en général, ce qui les intéresse n'intéresse que eux. Et donc, leur difficulté, ça va être de générer de l'argent. Et s'ils sont dans une entreprise, par exemple sur un rôle d'expertise, la difficulté, ça va être de grandir sans forcément être à l'aise avec du management derrière, sans avoir envie de manager, sans avoir envie de changer de sujet, parce qu'ils ont leur sujet dans lequel ils veulent monter en compétences. Donc, comment accompagner ces personnes-là dans leur savoir évoluer ? Je crois qu'une solution, c'est de trouver des débouchés financiers. De dire, OK, reste dans ta trajectoire, c'est là-dessus que tu as ton potentiel, on ne va pas te faire changer. En revanche, ta trajectoire, c'est un peu une niche. Comment on peut trouver des débouchés, que ce soit que tu fasses des conférences par ailleurs, que tu donnes des cours, ou nous, en interne dans la boîte, on va créer des nouveaux projets pour créer des débouchés financiers et que tu puisses grandir, y compris financièrement, tout en restant un contributeur individuel souvent, versus leader, manager, etc. Et selon toi, Alban, quel rôle joue justement l'apprentissage continu pour l'évolution professionnelle ? Avoir cette capacité à évoluer, c'est plutôt ça. Il est clé. Alors, on peut le prendre de plusieurs façons, cet apprentissage continu. Il y a l'angle formation. C'est comment est-ce que je me forme.
Comment est-ce que je mets des mots sur mes prochaines étapes? Comment est-ce que je suis en manette en fait de tout ça? Et au lieu de me former un peu au petit bonheur la chance, parce qu'il y a un budget formation dans la boîte, et puis du coup je me suis fait une formation de management ou d'anglais, parce qu'il fallait un peu utiliser mes droits, ou mon CPF, bien c'est d'essayer d'aller vraiment mettre des mots sur quelles sont les prochaines étapes pro, ou alors en side project, aussi dans ma vie perso, sur quoi je veux grandir. Donc il y a tout l'angle formation. Et puis il y a vraiment cette formation continue, cet apprentissage continu de mieux se connaître, comme on disait, les 3 piliers, de mieux se connaître, d'élargir notre spectre de connaissances, souvent par la rencontre, et d'augmenter nos opportunités. Donc je crois qu'un apprentissage continu, ça pourrait être aussi, au fond, de cultiver son personal branding. C'est quelque chose qui était autrefois réservé aux influenceurs, qui depuis une dizaine d'années a été repris par des CEO. On en voit de plus en plus sur LinkedIn, des gens qui dirigent des boîtes qui ont un gros personal branding. Et depuis 1 an ou 2, on voit des collaborateurs, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui cultive son personal branding. Et c'est très bien, pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, quand on travaille sa marque personnelle, on s'intéresse à des choses. On contribue, on produit quelque chose. Et donc, on se forme, on grandit et on rencontre du monde pour pouvoir continuer à cultiver son personal branding. C'est pas juste lire des bouquins, quoi. C'est comment est-ce que je deviens quelqu'un, comment est-ce que je suis connu et reconnu, même si je ne suis pas directeur d'une boîte, ni même manager. Et donc, il y a une dimension vraiment apprentissage. Et il y a aussi un autre élément important dans le personal branding, c'est qu'en général, quand on quitte un poste, on perd tout. C'est-à-dire tous nos outils de travail, et puis on repart à zéro sur un nouveau poste. Quelqu'un qui cultive son personal branding va naviguer d'un poste à l'autre. Certes, il repartira un peu à zéro à chaque fois sur le poste, mais il va cultiver à chaque fois une sorte de crédit, de légitimité et de réseau et de visibilité qui fait que sa carrière va aller vers de plus en plus d'opportunités, de finances aussi probablement, et de débouchés. Et donc je crois que le personal branding, cultiver son personal branding, c'est une bonne façon d'apprendre, de développer cette compétence tout au long de sa carrière. Je ne sais pas si je suis très clair avec cet exemple. Tout à fait, tu es très clair. Voilà. Ah ouais, tu es très clair. Et quel conseil, toi, tu donnerais? Je pense qu'on a des auditeurs, des spectateurs qui ont envie, très certainement, d'évoluer, mais qui ont pas mal de craintes, de peur, par rapport peut-être au côté un peu sécurité aussi d'un emploi depuis 10 ans. Voilà, on connaît un petit peu les différentes craintes que les personnes peuvent ressentir. Quel conseil, toi, tu donnes, Alban, aux personnes que tu accompagnes notamment, pour affronter justement cette peur, ces craintes? Tout à l'heure, tu m'as demandé quelle est la différence, comment on pourrait différencier quelqu'un qui a travaillé cette compétence. Quelqu'un qui a travaillé cette compétence, elle n'a pas moins peur que les autres. La peur, elle est saine, elle est naturelle. Elle nous dit qu'on n'est pas prêt, souvent. Enfin, il y a plusieurs types de peur, en fait. Il y a la peur qui te dit « c'est ambitieux ». Ce qu'on fait là, ça fait un peu peur. Mais c'est parce que c'est un peu ambitieux de parler comme ça. C'est un peu nouveau, donc forcément, ça fait un peu peur. Et plus on le fait, moins on a peur. C'est un peu le trac. Cette peur-là, c'est une bonne peur. C'est-à-dire que avoir peur de prendre un poste, de dépasser un peu son syndrome d'imposture parce qu'on était chercher un poste un peu au-dessus de ce qu'on pensait valoir, avoir peur de parler en public pour la première fois, d'essayer un truc, ça c'est une bonne peur. Les premières fois, ou parce que c'est ambitieux, ça c'est une peur très saine. La peur en revanche de se planter, la peur de prendre une mauvaise décision, la peur viscérale de dire là je suis en train de faire une bêtise, cette peur-là, elle est... ça c'est une peur qui est, j'ai envie de dire, une mauvaise peur et qui nous dit attention, il y a quelque chose qui dit que tu n'es pas prêt, pas prête. Et pourquoi est-ce que je reprenais ton exemple de personnes qui ont travaillé cette compétence ou non? Je fais une différence énorme entre les deux. Quand on est un peu encore immature sur cette question du savoir évoluer, et pardon pour le mot, mais je crois qu'on est tous un peu immatures là-dessus, on a tendance à faire des choix irrationnels. C'est-à-dire, allez hop, je plaque tout, rupture conventionnelle, et je vais me lancer dans la poterie, ou dans la naturopathie, ou je vais changer de secteur et de métier, etc. Donc c'est normal d'avoir peur, parce que souvent, c'est juste une énorme boulette, quoi. Et très souvent, on se rend compte 2 ans plus tard que oui, en fait, l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, etc. C'est tout le problème de cette mode des reconversions actuelles, où il y a une différence entre monter en puissance, et du coup, il n'y a pas de raison d'avoir peur, ça prendra peut-être 5 ans, mais on se lance quand il n'y a plus de peur, et tout plaquer pour partir élever des moutons, quoi. Et parfois, c'est utile, mais c'est très souvent une erreur, parce que ça manque de monter en puissance. Donc,
j'ai envie de dire à quelqu'un qui a peur, si tu as peur, c'est peut-être que tu vas aller trop vite. Comment est-ce que tu peux démarrer en parallèle ce side project, cette reconversion, cette envie d'évoluer? Comment tu l'as fait grandir? Moi, personnellement, ça a pris 16 ans avant que je puisse dire j'aime bien mon boulot. Je souhaite à personne que ça prenne le même temps, mais il faut être conscient du temps long. Et en fait, c'est plutôt une histoire de mini-succès et de mini-échecs, mais d'itération, de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année. J'avance vers ces projets fous, vers ces rêves, vers ces désirs long terme, plutôt que, oh là là, je prends une énorme décision et go, ça passe ou ça casse. Donc je crois que la peur est là pour nous dire non, si tu as peur, c'est peut-être qu'il faut d'abord que tu t'entraînes, que tu essayes, que tu testes, que tu ailles faire une immersion, que tu ailles faire tes premières missions en off, tu crées ton auto-entreprise, tu vends tes premières prestats. Tu n'as pas besoin d'être prêt ou prête, de faire les choses tranquillement, en acceptant le fait que, et j'insiste vraiment là-dessus, ce qui est durable se crée lentement. Et on a toujours l'impression que les choses vont se faire du jour au lendemain et durer pour toujours. Ce qui se fait du jour au lendemain, ça dure 2 semaines. Que ce soit le succès d'une personne sur YouTube, que ce soit une boîte, que ce soit notre propre gestion de carrière, que ce soit en amour, ce qui se fait du jour au lendemain et qui n'est pas entretenu sur un temps long, ça tient pas. Mais c'est pareil dans la nature, quoi. La différence entre le roseau et l'arbre. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je crois que la peur est là pour nous dire, vas-y, accepte le temps long. Et par contre, n'oublie pas de passer à l'action, jour après jour, après jour, après jour. Oui. Voilà. Merci Alban. Avec plaisir. Vous avez maintenant toutes les clés pour savoir évoluer. Merci beaucoup Alban pour tes précieux conseils. Merci Naomi. Est-ce que tu as un petit mot pour nos auditeurs pour conclure ce podcast? Déjà, je te remercie de cet espace de parole. Je suis toujours très heureux de parler de ce sujet. Et j'ai vraiment envie de partager un message aux auditeurs qui vont regarder cette vidéo ou cet audio, qui est de dire c'est possible d'être heureux au boulot. Retroussons-nous les manches, acceptons le fait que ça demandera peut-être un petit peu de temps, mais c'est possible. Et c'est quelque chose sur lequel on est tous invités à ça. Et en revanche, c'est pas simple. Et ça peut demander un peu d'énergie, oui. Merci beaucoup. Dans notre prochain épisode au cœur des soft skills, nous explorerons la pensée critique. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que celle d'Alban, qu'on va aussi partager. Merci beaucoup et à très vite.